Bienvenue dans le débat de France 24. Il a d'abord dit oui, puis non, puis à nouveau oui, le tout en l'espace de 2 heures hier. Donald Trump a donc changé 2 fois d'avis et finit par donner un entretien au New York Times, quotidien honni de la droite conservatrice américaine. Et tout ça pour tenir un discours finalement beaucoup plus consensuel dans lequel il s'éloigne une fois de plus de ses promesses de campagne, non sans un certain flou d'ailleurs. Qui est vraiment Donald Trump ? Ou plutôt, quel président sera-t-il ? On va tenter d'y répondre avec vous. Laure Mandeville, bonjour. Vous êtes grand reporter et chef du bureau Amérique du Figaro, auteur de « Qui est vraiment Donald Trump ?» aux éditions des Équateurs. Annick Cizel, vous êtes enseignante, chercheur à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle et spécialiste de politique étrangère américaine. Également avec nous, Anne Kratz, historienne spécialiste des affaires étrangères américaines et auteur de ce livre, JP Morgan, John Pierpont Morgan, un capitaliste américain aux éditions Les Belles Lettres. Et puis enfin, avec nous, Henri Landès, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Hello Houston, les États-Unis vus par un Américain en colère aux éditions Max Milo. C'est pas la mission Apollo, on l'a compris cette fois, mais c'est véritablement l'ensemble du pays. Hein, voilà, c'est la Maison Blanche qui est en orbite. Ouais. Laure Mandeville, avant de revenir sur le contenu de l'interview donnée au New York Times elle-même, c'est une nouvelle illustration des rapports assez particuliers qu'entretient Donald Trump avec les médias. On n'a jamais vu un président américain attaquer d'abord de cette manière un quotidien de référence, puisqu'il parle de « failing New York Times » dans ses tweets, c'est-à-dire le New York Times en déroute, ni prendre comme cela le public à témoin finalement de l'annulation d'une interview. Exactement. Je crois qu'on est entré dans une ère nouvelle de la relation entre le pouvoir américain et les médias. Et c'est vrai que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est dans une situation extrêmement particulière, puisqu'on a un média, le New York Times, mais l'ensemble des médias, disons, traditionnels américains, qui viennent de prendre une raclée professionnelle et politique, d'une certaine manière absolument exceptionnelle. Et on a de l'autre côté quelqu'un qui a gagné sans les médias et contre eux. Donc c'est vrai que ça pose, en fait, ça met Trump dans une situation très particulière et on le voit en plus dans un contexte qui est un contexte de chamboulement absolument majeur du paysage médiatique global mondial, en fait, que nous aussi, journalistes, moi au Figaro mais d'autres ailleurs, subissent, qui est le fait que aujourd'hui il y a une contestation du magistère et du monopole des médias sur ce qui se passe, et vous avez la montée en puissance de tas d'autres moyens de communication, d'abord d'autres médias alternatifs qui prolifèrent sur Internet, certains d'ailleurs sans grande légitimité professionnelle, d'autres beaucoup plus intéressants. Et vous avez aussi la capacité pour quelqu'un comme Trump, mais d'autres aussi, de porter leur version des faits et donc leur récit politique par-dessus la tête des médias, par tweet. Il faut quand même se rappeler que Donald Trump a aujourd'hui un lectorat de 40 millions de followers sur Twitter et autant sur Facebook, c'est énorme. Annick Cizel, cette volte-face hier de Donald Trump avec le New York Times, c'est l'illustration de l'inconstance de Trump ou bien d'un problème de fond avec une partie de la presse qui méprise finalement l'électorat populaire, en tout cas une partie du peuple américain qui a voté pour Trump? Je crois qu'avant toute chose, c'est une forme de discours performatif qui est en train de nous faire Donald Trump. Il s'adresse au New York Times, alors effectivement, après volte-face, etc., et après tout ce qu'il a dit sur ce type de médias, après avoir favorisé les médias sociaux, les nouveaux réseaux numériques par rapport à cette ancienne presse qu'il semblait snober, véritablement, prendre de très haut. Mais c'est un discours performatif de rassemblement, c'est-à-dire que là, il essaye d'adopter une posture de non-division, de rassemblement, et donc de repartir vers des médias qu'on qualifierait en anglais de mainstream, de ces médias qui font l'opinion, en tout cas qui ont tenté de la faire pendant des siècles. C'est pas un hasard non plus si, quand on regarde qui sont les journalistes, en l'occurrence, la famille Sulzberger qui réapparaît en premier, les premières questions, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans une sorte d'onction journalistique, le New York Times, avec tout le respect qui va avec, qui accueille Donald Trump. Oui, il faut bien préciser qu'ils ne sont pas allés à la Trump Tower, c'est Donald Trump qui est venu dans les bureaux du New York Times. Il daigne se laisser accueillir par cette presse de manière à proposer un discours de rassemblement, alors qui effectivement reste très flou, parce que pour ne plus diviser, il devient très difficile d'être précis. Oui.
Anne Kratz, comment comprendre cet entretien On sent qu'il a finalement consenti à le donner. Est-ce que c'est un plan réfléchi ou est-ce que c'est l'impulsivité, une fois de plus, de quelqu'un décidément imprévisible, ce qui inquiète un peu, hein. C'est-à-dire que c'est un New-Yorkais, il comprend l'importance du New York Times pour New York, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le New York Times est très peu lu par rapport à l'Amérique tout entière. Et ce ne sont pas, là j'ai un peu l'esprit de contradiction, bien que je sois démocrate, mais ce n'est pas les attaques du New York Times qui ont effectivement été très violentes et quotidiennes contre Donald Trump, et justifiées selon mon point de vue, mais ça c'est une autre chose. Ce n'est pas ça qui a fait gagner Trump par une sorte de réaction contre l'élite. Parce que Trump était à la télévision tout le temps. Il était à Fox News, mais à CNN aussi, et à toutes les autres grandes chaînes de télévision. Oui, et parfois même il appelait, il appelait les talk-shows même quand il n'était pas invité. Ouais. Complètement. Donc moi je reviens des États-Unis, j'ai vécu l'élection, j'étais là il y a 3 jours, dans un endroit où la population était à presque 100% pour Trump. Vous savez, il y a des petits panneaux sur les pelouses des maisons. Dans quel État, juste par curiosité? L'État de l'Oregon, que d'ailleurs Hillary a remporté. Plutôt majoritairement à gauche. Dans une zone rurale de l'Oregon. Et j'ai donc eu l'occasion de parler à des gens qui avaient voté pour Trump, et beaucoup d'entre eux avaient voté pour Obama 2 fois de suite. Et cette fois-ci, ils ont voté pour Trump pour toutes sortes de raisons, et on va sûrement les aborder. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier au sujet des Américains. Elle a l'air toute bête, mais je crois qu'elle est profondément vraie. Les Américains n'hésitent jamais devant le changement à 190 degrés. Et alors justement, ils ont voulu le changement avec Trump, ils l'ont. Pour illustrer votre propos, contrairement aux idées reçues ici en France d'un vote presque par accident, selon un sondage Quinnipiac. Alors évidemment, les sondages maintenant, on les prend avec des pincettes, mais en tout cas, il n'y a plus vraiment de vote caché. Je pense que les électeurs maintenant se révèlent. 6 Américains sur 10, parmi les sondés, se disent optimistes sur les 4 années à venir de présidence de Donald Trump. Ils sont 59% à penser qu'il fera un bon président contre 37%. Alors dans le détail, on a des chiffres assez étonnants, mais en tout cas, 49% pensent malgré tout que les mesures de Trump diviseront le pays. Donc ils pensent qu'il fera un bon président de la majorité, même s'il divisera le pays. Et puis quand on regarde dans le détail, eh bien, il obtient notamment de très bons scores sur l'économie, la capacité à relancer les emplois, beaucoup moins en revanche pour ce qui est de réduire les déficits publics et les coûts du système de santé. Henri Landès, Donald Trump est donc finalement considéré presque comme un président normal si on juge ses scores, parce que finalement 60% des gens qui attendent de lui un bon président, c'est à peu près ce qu'avait Obama lorsqu'il a été élu en 2008. Alors, moi, j'espère qu'ils ont raison. Moi, je ne suis pas du tout convaincu ni rassuré quand je lis la retranscription de l'entretien avec le New York Times aujourd'hui. Quand je lis le New York Times aujourd'hui, l'interview, je me dis, premièrement, pourquoi est-ce que le New York Times, qui a posé quand même des bonnes questions et ont essayé de le piéger, mais n'a pas été encore plus offensif? Parce que là, on avait Donald Trump, enfin une opportunité pour vraiment montrer qu'il ne maîtrise pas du tout ses dossiers, qu'il fait des volte-face dans tous les sens. Je ne suis pas juste sur le volte-face, le fait d'aller faire l'entretien. Il est revenu sur des positions sur le climat, sur Obamacare. Il n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il a dit qu'il veut maintenant garder certaines composantes de Obamacare, montrant que, encore une fois, pendant la campagne, il a balancé de la rhétorique sans jamais avoir des arguments de fond. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'il sera un bon président, parce que pour être un bon président, il faut avoir un peu de constance. Et pour moi, il n'en a pas. Et il va être influencé par des personnes qui sont dans son cabinet, qu'il nomme lui-même, qui sont un petit peu extrémistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, il a un parti républicain qui ne pense pas beaucoup comme lui. Et il y a un parti républicain qui est en charge de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc comment est-ce qu'il va justement gouverner? Ça, on ne sait pas du tout. Il fait des volte-face dans tous les sens. Il n'aime pas travailler ses dossiers. Si on lit la retranscription du New York Times aujourd'hui, il y a des choses hallucinantes en termes d'ignorance de certains faits. Et j'aimerais qu'on en parle, notamment sur le climat. On va rentrer dans le détail. Mais de manière générale, Annick Cizel, est-ce qu'il faut se réjouir d'avoir un président plus modéré que ne l'était le candidat, ou bien se désoler du cynisme du politique qui, s'il dit vrai aujourd'hui, eh bien, aura trompé son monde, à commencer par ses électeurs? Alors déjà, je ne suis pas sûre qu'ils ne disent pas encore autre chose dans 2 mois, une fois qu'il aura été effectivement intronisé président des États-Unis. D'autre part, c'est vrai que l'exercice auquel il vient de se livrer est un exercice d'essayer de masquer, d'essayer de détourner l'attention. Voilà, de détourner l'attention du fait qu'il annonce des nominations
Oui, Alors, il y en a on va une parler aussi, aujourd'hui. on va revenir à Nikki Haley Mais aujourd'hui. il a annoncé tout le week-end, il a tweeté. Il a tweeté, le président élu, qu'il serait très très content si le général Mattis prenait le secrétariat à la Défense, prenait le ministère de la Défense. Oui, mais nous sommes mercredi soir et nous attendons toujours la réponse du général Mattis. Je pourrais multiplier les exemples, c'est-à-dire que visiblement, il a des difficultés à justement être en réalité ce qu'il semble être aux yeux, je pense, de beaucoup d'Américains, qui voient ce grand chelem républicain, qui voit une cohérence entre le Congrès, la future Cour suprême, les futures nominations à la Cour suprême, les gouverneurs des États et président, vice-président républicain. Oui, mais républicain, quel républicain est Donald Trump? Et ce hiatus que nous sommes en train d'essayer d'interpréter, je ne suis pas sûre que tous les Américains aient vu que Mike Pence et Donald Trump, ça n'est pas la même chose, que Paul Ryan à la tête de la Chambre des représentants et Donald Trump, ça n'est pas la même ligne politique. On a deux grands partis, il est normal que toutes les tendances soient représentées, y compris au niveau du pouvoir. Sauf que représente-t-il une tendance républicaine? Il le dit lui-même dans son interview au New York Times, que quand il envisage des infrastructures et de remettre à neuf, de moderniser toutes les infrastructures, et d'ailleurs l'un des journalistes, je ne sais plus si c'est pas Sulzberger lui-même, qui lui dit, mais ça c'est Franklin Roosevelt, c'est-à-dire le New Deal d'un président démocrate. Et il finit par dire, ben oui, enfin, c'est pas très républicain. Je ne sais pas, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte que ça n'était pas un programme républicain. Et là, on a vraiment... J'espère que les Américains vont lire cette interview. On pardonne pour des choses qu'il dit comme ça. Et on a vécu une campagne où il a menti dans tous les sens. Il disait des choses qui n'avaient aucun fondement et on lui a pardonné cela. Et ça, c'est un problème. Et c'est révélateur aussi de sa relation avec la science et avec le fond. On va revenir sur la manière dont il le dit. Moi, j'ai un point de vue différent. Je pense que on ne peut pas à la fois d'abord annoncer l'apocalypse pendant plusieurs jours et au moment où il est en train de former son gouvernement, dire tous les jours « Oh là là, ça va être l'apocalypse, ça va être l'apocalypse, il y a des rumeurs, il n'arrive pas à former ». Au bout de 2 jours, on nous disait déjà, le New York Times et d'autres, il est en retard alors qu'il n'était pas du tout en retard. Donc, attendez, permettez-moi de terminer. Et donc, permettez-moi de terminer. Et donc, je pense que cette idée qu'on ne peut pas à la fois annoncer l'apocalypse et en même temps ne pas se réjouir quand on voit finalement quelqu'un qui apparaît et qui apparaît beaucoup plus pragmatique que l'homme qu'on avait annoncé. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, ce cynisme est plutôt rassurant aussi finalement. de lui. Je pense que depuis le début, il y avait une manière de lire Trump qui n'a pas été celle qui a été adoptée par la majorité des observateurs parce que ça ne les arrangeait pas. Donc ils nous ont présenté un homme qui était soit un clown, soit un Hitler. On a eu tort de le prendre au sérieux, de le prendre au mot. Oui, exactement. Je pense que finalement, enfin moi, ma théorie, peut-être que je vais complètement me tromper, et je pense qu'il faut rester très prudent sur l'avenir, mais c'est quelqu'un que son électorat n'a pas pris totalement au pied de la lettre, et je pense qu'ils n'ont pas eu tort, parce qu'en fait, Trump, c'est un homme de scène qui savait qu'il devait gagner cette élection dans le théâtre et le cirque qu'est la politique américaine de toute manière, et tous les présidents qui sont élus reviennent sur des tas de promesses de campagne. Moi, ce qui me frappe quand même de cette affaire, c'est qu'il va au New York Times, qu'il y a une danse, et là je suis d'accord avec vous, pour moi c'est une sorte de danse au-dessus de la relation conflictuelle par essence entre les médias et le président. Et c'est très important parce qu'au fond il les jaugeait et lui le jaugeait. Et donc il a dit en gros je veux rassembler, il a quand même dégonflé des tas de choses qui ont été dites sur le fait qu'il allait représenter l'alt-right et qu'il allait la droite extrême, qu'il allait s'appuyer sur ces gens-là. Il a dit que ce serait pas le cas, et donc je pense que toutes ces choses-là doivent être au moins notées. Oui, mais reste quand même, et à travers ces revirements, un énorme doute, celui de la compétence. Est-il prêt à être président des États-Unis simplement, et on prendra ce point-là et après on déclinera peut-être les autres thèmes, mais ne serait-ce que sur le climat, il se dit aujourd'hui, je cite, ouvert sur l'accord de Paris, il reconnaît pour la première fois un lien entre l'activité humaine et le changement climatique. Il y a quelque chose, mais tout dépend dans quelle mesure est-ce que ce sont là les paroles d'un homme qui s'apprête à être président de la première puissance de la planète, Anne Kratz. Oui, quand on lit son interview avec le New York Times, effectivement, on est effrayé. On est effrayé de son peu de précision, maîtrise même. Précision des réponses, c'est du café du commerce quand même par moment. De maîtrise de la langue. On est aussi un peu effrayé, je dois dire, de la...
je vais utiliser un mot un peu vulgaire, mais de la lèche du New York Times vis-à-vis de Trump. Après tout, Vous le trouvez complaisant ? ils l'ont tellement assassiné. Ils auraient dû y aller beaucoup plus fort, comme vous l'avez déjà mentionné. Il y a beaucoup d'ironie dans les questions. Mais il y a une chose qu'on peut tout de même pas passer sous silence. Le fait qu'il soit pas consistant, vous savez, il y a un proverbe américain, quelque chose que Oliver Wendell Holmes a dit, "Consistency is the hobgoblin of small minds." La consistance, c'est la cohérence. La cohérence, c'est le quand quelque chose ne marche pas, on change de politique. Non, mais c'est la préoccupation majeure des petits esprits. Donc, les Américains ne lui en voudront pas de changer d'avis, en tout cas au contraire, pas dans certains points. à mon avis, c'est même un trait américain qui est en fait, les Américains sont des pragmatiques. Ah oui, alors la qualité, donc, effectivement. Ce sont des gens qui, quand quelque chose ne marche pas, ce sont des gens qui essaient des choses. Et quand quelque chose ne marche pas, ils changent de. Alors c'est vrai que la qualité qui est reconnue là-bas et pas en France, c'est le leadership. On ne connaît pas tellement ça, nous on est beaucoup plus sur le programme, le contenu. Et c'est vrai que le leadership, c'est une qualité que les Américains reconnaissaient à George W. Bush, par exemple, au moment de son élection. Anne Kratz. Oh ça, alors j'en suis un peu moins sûr que vous. Parce que ceux qui ont voté pour lui, en tout cas. Non, mais ce que je voudrais surtout dire à propos de Trump, c'est que quels que soient les revirements, les possibilités qu'on entreaperçoit à travers sa rhétorique, si on peut appeler ça de la rhétorique extrêmement confuse, de possibilités d'être plus modéré, etc., il y a quand même une chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis Bannon comme son conseiller principal. Ah, ça, c'est inacceptable. Alors, il le justifie comme il peut, Henri Landès. En gros, il estime que Breitbart, c'est un site finalement de la même ampleur aujourd'hui, de la même envergure que le New York Times et qui n'est absolument ni marginal ni raciste. Oui, alors que ça, on sait tous ce qui regarde Breitbart News. Il a dit c'est tellement grand, il couvre aussi des histoires à gauche comme à droite. Bon, très bien. Ça me permet de faire un point sur le fait que le discours politique a une influence sur la société. Et c'est pour ça que c'est grave ce qui s'est passé pendant la campagne. C'est ce que ça révèle de sa capacité à diviser la population. Certes, il y a des problèmes d'intégration aux États-Unis. Certes, c'est un projet américain qui, depuis des siècles, se base sur le multiculturalisme, l'immigration. Et Donald Trump est venu détruire pendant 1 an et demi la cohésion aux États-Unis en mobilisant une certaine partie de l'électorat. Et ça, c'est important. Il est le déclencheur ou est-ce qu'il est le révélateur de quelque chose qui existait avant lui ? Je vais vous dire quelque chose. Il y a le Southern Poverty Law Organization. C'est une organisation qui regarde les violences motivées par des haines raciales. Dans la semaine qui a suivi l'élection de Donald Trump, il y a eu autant d'incidents de haine raciale, homophobe, islamophobe pendant 1 semaine que normalement il y a pendant 3 mois. Donc, on ne va pas dire qu'il a juste révélé, il a aussi mobilisé. Et j'ai entendu même des personnes que je connais qui marchaient dans la rue, qui ont entendu des personnes crier de leur voiture « Construisons le mur et sortez ». Alors ça, c'est important de le dire parce que pendant 1 an et demi, Donald Trump a surfé là-dessus en sachant que lui-même n'est probablement pas aussi raciste qu'il veut se le montrer pendant 1 an et demi. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il a manipulé le système. Et il a manipulé aussi les Américains d'une autre nature, ceux qui étaient appauvris à cause des inégalités sociales, à cause de la désindustrialisation et des effets pervers de la mondialisation. Et à ces personnes-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a menti. Pourquoi ? Parce qu'il leur a dit « je vais enlever la régulation environnementale », ce qui ne sera pas vraiment possible de faire. Et il dit lui-même maintenant, le changement climatique, c'est dû à l'activité humaine, peut-être je vais regarder, etc. Bref, il n'a aucune conviction là-dessus. Et il parle aussi de Obamacare. Il a dit, la rhétorique de... Non mais c'est important, la rhétorique de droite, c'était Obamacare est un désastre. Sans jamais donner aucun chiffre, aucun argument. Quelle est la réalité ? 19 à 20 millions de personnes maintenant qui n'avaient aucune assurance maladie avant Obamacare l'ont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut le garder. Donc les personnes qui pensaient que leur coût d'assurance était trop élevé, maintenant ils vont se dire qu'est-ce qu'il va faire pour nous Donald Trump ? Il a trompé tout le monde et le New York Times aurait dû lui mettre ça devant ses responsabilités. Il aurait dû le mettre devant ses responsabilités. Et on en reparle dans un instant, courte pause, et on se retrouve pour la deuxième partie de ce débat tout de suite. Restez avec nous.